be for real life. Bonjour à toutes et à tous, au micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 9 janvier 2025. Voici le sommaire. Au Tchad, un commando armé a attaqué mercredi soir le palais présidentiel à N'Djamena. 18 des 24 membres du commando ont été tués selon un bilan du gouvernement. Une sorte de ramassis de bandes nickelées. Ils sont venus à bord d'un véhicule et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et leur tentative est une tentative désordonnée. Moi, j'ai vu beaucoup de gris-gris sur eux. Les précisions du porte-parole du gouvernement tchadien qui s'est exprimé sur la télévision nationale à suivre dans quelques instants. Au Kenya, la haute cour de justice enjoint l'inspecteur général de la police à s'expliquer sur une récente vague d'enlèvement de jeunes critiques du pouvoir. Au Venezuela, les partisans du pouvoir et de l'opposition prévoient de manifester ce jeudi à la veille de l'investiture du président Nicolas Maduro, dont la réélection est contestée. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, voici le journal. Au Tchad, un commando armé a attaqué mercredi soir le palais présidentiel à N'Djamena. 18 des 24 membres du commando ont été tués selon un bilan du gouvernement qui rassure que la situation est sous contrôle. Abdourahmane Dia. Le porte-parole du gouvernement tchadien et ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, a déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que la situation était sous contrôle. Il a parlé de tentative de déstabilisation qui a été éradiquée. Sur les 24 personnes que comptait le commando, il y a eu 18 morts et 6 blessés et nous déplorons 1 mort, 3 blessés dont 1 grièvement, a-t-il ensuite précisé à l'AFP. Le ministre qui, dans sa vidéo, s'exprimait arme à la ceinture et entouré de soldats depuis le palais présidentiel, n'a pas donné plus de précisions sur les auteurs de l'attaque dans ce message diffusé en direct et destiné à rassurer la population. Une source sécuritaire a indiqué que les assaillants faisaient partie du groupe djihadiste Boko Haram que les forces de sécurité tchadiennes combattent dans la région du lac Tchad, frontalière du Cameroun, du Nigeria et du Niger. Des tirs nourris ont été entendus pendant près d'1 heure dans les quartiers proches de la présidence avant de cesser. Le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulamala, a détaillé les circonstances de l'attaque sur la télévision nationale. Je vous propose un extrait. Ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément, une sorte de ramassis de bandes nickelées qui sont venus avec des armes, des coupe-coupes, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes, 1 ou 2 véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et comme le véhicule a semblé être en panne dans la présidence, ils sont descendus de façon violente. Et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué 1 et blessé grièvement 2 et un autre est blessé mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence. Un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. Le porte-parole du gouvernement tchadien a aussi livré quelques détails sur l'identité des assaillants. Ce sont des gens qui viennent d'un quartier de la ville de N'Djamena et je me garderai de donner le nom de ce quartier pour des besoins de l'enquête. L'acte terroriste ne me paraît pas crédible personnellement puisque j'étais sur les lieux, mais le procureur de la République communiquera dessus. Mais c'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre. Et leur tentative est une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Moi, j'ai vu beaucoup de gris-gris sur eux. Probablement, on leur a dit que les armes à feu n'ont aucun effet sur eux. Manifestement, ce n'est pas le cas. Franchement, je ne m'hasarderai pas à donner une opinion puisque ça relève de la procédure judiciaire et je me garderai. Je vais simplement jouer mon rôle de porte-parole du gouvernement qui consiste à être transparent avec mes concitoyens. Et le président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby, a tenu à ce qu'on vienne donner et rassurer sa population, rassurer son peuple que c'est une attaque qui est complètement désespérée. Ni les institutions
de la présidence de la République, l'institution présidentielle, ni les autres institutions de la République, ni aucune menace ne pèse actuellement sur le pays. C'était Abdourahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement sur la télévision nationale tchadienne. Le principal opposant mozambicain Venancio Mondlane doit rentrer dans son pays ce jeudi dans un climat de tension extrême après des mois de manifestations violentes contre la victoire du parti au pouvoir aux élections du 9 octobre. Le parlementaire de 50 ans, ancien chroniqueur de radio, s'est exilé dans un lieu tenu secret depuis l'assassinat de 2 de ses proches en octobre, peu avant l'annonce de la victoire du Frélimo par la commission électorale. Le parquet a lancé des poursuites contre l'opposant, le jugeant responsable des violences, pillages et dégradations qui ont accompagné les manifestations. Le candidat du Frélimo, parti au pouvoir depuis un demi-siècle, Daniel Chapo, 47 ans, devrait prêter serment le 15 janvier, succédant ainsi au président Philippe Nyusi, qui a déjà fait 2 mandats. Au Kenya, la Haute Cour de justice a enjoint mercredi l'inspecteur général de la police, Douglas Kanja, à s'expliquer sur une récente vague d'enlèvements. Les disparitions de plusieurs jeunes critiques du pouvoir ont suscité l'indignation dans le pays. Dilidiko. Douglas Kanja a ignoré mercredi une audience dans le cadre d'une procédure en justice. Il a été sommé de comparaître le 27 janvier. Si l'inspecteur général de police ne se présente pas, j'inciterai à une condamnation pour outrage au tribunal, a déclaré le juge Barati Mwamouye. La police a à plusieurs reprises nié l'implication de ses membres dans les disparitions, mais des voix se sont élevées pour demander des explications. La Commission nationale kenyane des droits humains a enregistré 82 cas d'enlèvement depuis les manifestations antigouvernementales de juin-juillet, au cours desquelles plus de 60 personnes ont été tuées selon des ONG. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, les obsèques nationales de l'ancien président Jimmy Carter auront lieu aujourd'hui à Washington. Mort la semaine dernière à l'âge de 100 ans, sa dépouille est actuellement exposée au Capitole. Jean-Roger Billon. Les obsèques nationales auront lieu à la cathédrale nationale, une église épiscopale de Washington qui a également accueilli celles des anciens présidents Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, Gerald Ford et George H.W. Bush. Le président Joe Biden prononcera l'éloge funèbre de l'ancien chef d'État démocrate. Les 4 anciens présidents américains encore en vie, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump devraient être tous présents. M. Biden a décrété que la journée de jeudi serait une journée de deuil national. La dépouille de l'ancien président américain Jimmy Carter est arrivée mardi au Capitole. Jimmy Carter est le 13e ancien président américain à reposer au Capitole. Abraham Lincoln, assassiné en 1865, fut le premier. Jimmy Carter laisse à l'international l'image d'un pacificateur dont l'engagement humanitaire après son unique mandat fut couronné par un prix Nobel de la paix en 2002. À l'annonce de sa mort, les hommages avaient afflué du monde entier. Au Venezuela, la situation reste tendue à la veille de l'investiture du président Nicolas Maduro, dont la victoire est entachée de fraude selon l'opposition. Des manifestations du pouvoir et de l'opposition sont prévues aujourd'hui. Rosine Mounezero. Le Parlement, où le pouvoir dispose d'une majorité absolue, a invité M. Maduro vendredi pour la cérémonie d'investiture. Mais l'opposition, qui revendique la victoire aux élections du 28 juillet, a appelé à des manifestations nationales jeudi en faveur d'Edmundo González Urrutia pour tenter de faire dérailler le processus de prestation de serment. Le pouvoir a répondu à cet appel en convoquant lui aussi ses partisans. Le président socialiste Maduro a été proclamé vainqueur du scrutin avec 52% des voix par le Conseil national électoral qui n'a pas rendu public les procès-verbaux des bureaux de vote, disant avoir été victime d'un piratage informatique jugé peu crédible par de nombreux observateurs. L'opposition a publié les procès-verbaux fournis par ses scrutateurs et assure que M. González Urrutia a obtenu plus de 67% des voix. La répression des manifestations post-électorales a fait 28 morts, 200 blessés et vu l'arrestation de 2400 personnes accusées de terrorisme, dont 1500 environ ont été libérées sur parole. M. González Urrutia poursuit quant à lui sa tournée internationale. Il est arrivé mercredi à Panama après être passé par l'Argentine, l'Uruguay et les États-Unis où il a rencontré le président Joe Biden et des proches du président élu Donald Trump.
Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a accusé mercredi l'ancien candidat à la présidentielle Enrique Marquez, arrêté mardi, d'être impliqué dans un projet de coup d'État contre le président Nicolás Maduro. Enrique Marquez fait partie d'un coup d'État qu'il voulait faire au Venezuela, a affirmé à la télévision M. Cabello, ajoutant que M. Marquez était lié, je cite, aux gringos du FBI que les autorités ont annoncé avoir arrêté et au gendre de l'opposant Edmundo González Urrutia. Le ministre de l'Intérieur a aussi lu un texte qui, selon lui, a été trouvé sur l'ordinateur de M. Marquez et dans lequel ce dernier propose M. González Urrutia. Il propose donc que ce monsieur prête serment et prenne le pouvoir dans une représentation diplomatique du Venezuela à l'étranger. Et puis le Royaume-Uni va créer un régime spécifique de sanctions ciblant les réseaux de passeurs de migrants, a annoncé mercredi le ministère britannique des Affaires étrangères. Ce nouveau régime, qui doit entrer en vigueur dans le courant de l'année, permettra de cibler les individus et entités qui organisent ces dangereuses traversées de la Manche et qui réalisent d'importants profits en exploitant des personnes vulnérables, a insisté le Foreign Office. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani. Au Cameroun, la loi de finances 2025 a modifié la taxe d'abattage pour encourager une gestion durable des forêts. Elle est réduite à 2,5% pour les exploitants certifiés en gestion durable contre 3% auparavant. Pour les entreprises certifiées différemment, la taxe reste à 3%, tandis qu'elle passe de 4 à 5% pour celles sans certification. Ces ajustements visent à promouvoir une exploitation forestière plus responsable. La monnaie zambienne, le kwacha, a chuté de près de 15% au cours des 6 derniers mois à cause d'une grave sécheresse affectant particulièrement le pays qui dépend de l'hydroélectricité et entraîne un ralentissement industriel. De plus, les sociétés minières, principales sources de revenus étrangers, sont contraintes de réduire leur production de cuivre. Pour terminer, Shell va enregistrer une dépréciation d'environ 400 millions de dollars dans ses résultats du 4e trimestre, principalement en raison d'une découverte de pétrole et de gaz au large de la Namibie, a annoncé l'entreprise. Selon Shell, les ressources découvertes dans le bloc offshore en Namibie ne peuvent actuellement pas être confirmées comme étant économiquement exploitables pour un développement commercial. Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric. Bonjour Mohamedou. Le FC Barcelone autorisé à faire jouer Dani Olmo et Pau Victor. Le FC Barcelone a été autorisé mercredi à faire rejouer son meneur de jeu Dani Olmo et le jeune Pau Victor, dont les licences avaient été annulées par la Liga faute de garanties financières suffisantes par une décision du Conseil supérieur des sports espagnols. Cette mesure provisoire suspend l'annulation des licences sportives des joueurs susmentionnés et en maintient également la validité jusqu'à l'issue du litige. Leur licence arrivant à expiration au 1er janvier et sans garantie financière suffisante, la Liga a retiré les 2 Espagnols de la liste des joueurs inscrits dans le groupe professionnel catalan. Les 2 joueurs pourraient retrouver les terrains dimanche, portés par ces jeunes prodiges, Gavi et Lamine Yamal. Le FC Barcelone s'est qualifié hier mercredi pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, aux dépens de l'Athletic Bilbao, 2-0. Le Barça affrontera dimanche le vainqueur de la 2e demi-finale entre le Real Madrid et Majorque jeudi, dans cette compétition délocalisée en Arabie Saoudite, à Jeddah. Neymar annonce que le mondial 2026 sera son dernier avec le Brésil. Neymar Junior a annoncé que le mondial 2026 serait son dernier avec la sélection brésilienne, quintuple lauréate de la compétition, mais qui peine lors des qualifications. Je sais que c'est mon dernier mondial, ma dernière chance. Je vais faire tout ce qui est possible pour gagner le tournoi, a expliqué le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, âgé de 32 ans, dans un entretien diffusé mardi sur CNN. L'ancien Parisien aura 34 ans lors de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Cameroun, la relation entre l'Église catholique et l'État fait l'objet d'une attention particulière à l'approche de l'élection présidentielle. Face à une éventuelle candidature du président Paul Biya, certains évêques appellent à une alternance politique. Éric Manirakiza a joint à Douala l'abbé Étienne Bakaba, vicaire à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, également directeur adjoint de la radio catholique Radio Veritas. Le 3 septembre 2000, les évêques du Cameroun avaient adressé une lettre pastorale sur la corruption au Cameroun, alors que le pays en 98-99 était classé premier par l'ONG Transparency International, classé premier comme pays le plus corrompu du monde. Alors on constate 25 ans après que la donne n'a pas changé. Et tout récemment, ceux qui sont indexés dans les plus gros scandales de détournement de fonds publics au Cameroun ont plutôt reçu des médailles. Alors l'Église qui constate que la dignité de la personne humaine est bafouée, l'Église qui constate que les biens communs, les biens de la nation sont détournés, l'Église qui constate que il n'y a plus de solidarité dans la gouvernance, les préoccupations élémentaires, logement, nutrition, éducation, santé ne sont pas prises en compte. Alors l'Église sort pour faire un constat. Notre président, il est vieux, il serait irréaliste, il serait surréaliste d'imaginer confier encore pour cette année notre destin à quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 60 ans dans l'administration et qui aujourd'hui est âgé de 92-93 ans. Conduira-t-il le pays jusqu'à l'âge de 100 ans? L'Église dit non, il faut qu'on passe à autre chose. Donc voilà le contexte. Le gouvernement déplore les prises d'opposition excessives fondées sur des interprétations erronées des propos du président Paul Biya. C'est le contenu d'un communiqué publié mardi. Que répondez-vous à cette observation du gouvernement? L'archevêque de Douala a donné une interview sur la chaîne RFI Radio France Internationale le mercredi 25 décembre, donc 6 jours avant que le président ne s'exprime. L'archevêque de Yaoundé a fait sa sortie où il demandait aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté de prendre leurs responsabilités historiques. C'était à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, c'était à la sortie de la messe de Noël. Donc c'était bien avant l'adresse à la nation. Donc ce communiqué commence déjà par une erreur de date. Je ne sais pas si elle est vraie. Donc, pour moi, déjà, il ne tient pas la route. Est-ce que c'est dans ce contexte que le nonce apostolique au Cameroun, l'archevêque José Avelino Betancourt, a été reçu par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji? Je n'ai pas la quintessence de sa visite, mais ce que je sais, c'est que la nation a l'habitude d'organiser des vœux au président de la République. Et ça pourrait aussi être dans ce contexte-là qu'il sera allé le rencontrer. Actuellement, les évêques sont rassemblés à Bouya dans le cadre de leur 48e séminaire annuel. Je crois qu'il faut attendre les travaux et le communiqué final qui sortira ce samedi. Alors, on pourra être fixé. Abbé Étienne Bakaba, vicaire à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, également directeur adjoint de la radio catholique Radio Veritas. Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Les différends entre certains pays de la région des Grands Lacs compromettent le commerce transfrontalier. Les populations vivant auprès des postes frontaliers s'en indignent et souhaitent que des mesures restrictives soient levées pour que leurs échanges redeviennent fructueux. Le point avec notre correspondant à Kigali, Jean Damascène Manichimwe. Au pont de passage dénommé Petite Barrière, entre la ville congolaise de Goma et la ville rwandaise de Rubavu, les acteurs du commerce transfrontalier traversent de part et d'autre. Et cependant, depuis 2 ans et demi, la République démocratique du Congo ferme la frontière à 15 heures au lieu de 22 heures comme c'était avant. Ces restrictions ont eu un impact négatif sur les échanges entre les deux pays. Les produits alimentaires qui vont au Congo ont augmenté. Nous faisons du commerce, mais nous ne gagnons rien parce que lorsque nous y sommes et que l'heure de fermeture de la frontière nous rattrape, nous y passons la nuit. Lorsqu'on utilisait le jeton, même celui qui transportait une faible quantité de marchandises pouvait gagner quelque chose. Mais maintenant, on peut ne pas avoir d'argent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités.
Lorsque l'heure de fermeture nous rattrape, on laisse là les marchandises et on rentre parce qu'il est impossible de poursuivre la vente. Et lorsqu'on y retourne le matin, on trouve que beaucoup de ces marchandises se sont détériorées. Ces populations de la région des Grands Lacs qui rassemblent le Rwanda, le Burundi et la RDC souhaitent la levée de toutes les restrictions pour leur permettre d'exercer leurs activités. Mon point de vue est que les gouvernements du Rwanda et de la République démocratique du Congo puissent se rencontrer et parler de bonnes relations devant exister entre les deux pays et que la situation ici à la frontière revienne à la normale pour l'intérêt et l'amélioration du bien-être des habitants de part et d'autre de la frontière. Le commissaire en charge du marché commun de la communauté économique des États d'Afrique centrale, François Kanimba, considère que ces différends entre la communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL en sigle, s'intègrent déjà dans une précarité quasi générale des échanges entre les pays d'Afrique centrale. Le commerce intra-régional au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale, par rapport aux autres communautés économiques régionales sur le continent, est le plus faible. En termes d'indicateurs, ça ne représente que 3% du commerce total des pays de l'Afrique centrale, alors qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, par exemple, nous sommes à peu près à 20%. Au niveau de tout le continent africain, on est à 17%. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intra-régionaux. Avant l'aggravation des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, consécutive au conflit à l'est de la RDC, on estimait à plus de 50 000 passages réguliers à la frontière rwando-congolaise de Goma-Rubavu, un flux limité aujourd'hui à seulement 15 000 passages par jour. Jean-Thomas Nchimwe pour VOA Afrique, Kigali. Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi. Au Nigeria, un jeune de l'État de Benue, Johnson Lubem, transforme des métaux récupérés en différents types de motos, y compris des motos électriques. Notre correspondant Gilbert Tamba a visité son usine. Voici son reportage. Depuis son petit atelier à Boko, sa ville natale dans l'état de Benue au centre du Nigeria, le jeune Lubem Johnson travaille sur le prototype d'une moto entièrement fabriquée à partir des matériaux de récupération. Johnson Lubem, un mécanicien, réutilise des matériaux en fer abandonnés pour construire des motos personnalisées, Lubem Custom Bike comme on les appelle ici, et qui n'ont rien à envier à celles qui sont importées. Johnson Lubem. I was a motorcycle mechanic. J'étais mécanicien de moto au bord de la route et je me suis découvert une vocation en 2012 en construisant des motos moi-même. Je réparais des motos, puis en 2012, j'ai découvert que oui, je suis doué parce que quand je fais mes motos avec des matériaux abandonnés, et j'ai construit des motos neuves, mes motos étaient toujours différentes. L'objectif de son initiative est de proposer une alternative aux motos importées, mais aussi un moyen pour lui de donner aux ressortissants de sa ville et d'autres Nigérians la possibilité de s'offrir une moto qui coûte la moitié des autres sur le marché. Philomène Tchacha, un des clients de Lubem. I saw his good work on Facebook. J'ai vu son travail pour la première fois sur Facebook. Je me suis dit, ok, laisse-moi faire sa connaissance. J'ai cherché son numéro. Je suis allé visiter son garage à New Road qui se trouve également à Goko. Donc, en arrivant là-bas, il fabriquait des motos de très bonne qualité. Alors, je me suis dit, si je peux en avoir une, je serais très heureux. Lubem produit en moyenne 5 à 10 motos par mois, mais cela est essentiellement dû au manque de financement. Au moins 7 jeunes de sa communauté qui souhaitent être comme lui travaillent présentement sous son autorité. C'est le cas de Aluo Kato Kelvin. Je ne veux pas me limiter ici. Je veux amener mes connaissances ailleurs parce que j'apprends avec lui. Un jour, je pourrai être ailleurs dans mon propre garage. Je vais aussi pouvoir employer plus de personnes pour leur apporter toujours les mêmes connaissances. Telles sont mes intentions. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria a montré un potentiel important dans les domaines de la technologie et de l'innovation. Cependant, divers facteurs comme le manque d'infrastructures, les contraintes liées à l'accès au financement et les défis réglementaires entravent l'esprit d'innovation des jeunes comme Lubem. Gilbert Tamba Agboko dans l'état de Benue pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24. Selon les Nations Unies, l'épidémie de VIH-Sida pourrait être enrayée d'ici à 2030, mais les patients doivent suivre leur traitement pour garder le virus sous contrôle. Pour y parvenir, ces patients peuvent être aidés par des jeux, comme nous le rapporte Zahir Kassim depuis Johannesburg. Le récit est de Thierry Kaoré. Les participants portent des masques représentant différents termes médicaux. Tandeka Néné, assistante sociale, explique. C'est mon corps, pas de VIH, pas d'infection, rien, c'est mon globule blanc. Le globule blanc entre dans le cercle et déploie ses muscles, mais lorsque le VIH intervient, il est lié aux mains et ne peut plus lutter contre les infections jusqu'à ce que des médicaments antirétroviraux viennent le libérer. Joseph, un participant, dit que les jeux lui ont beaucoup appris. Cela ressemble à une pièce de théâtre, mais j'ai trouvé cela très sérieux parce que maintenant, je sais quelle est la différence entre un virus et son origine. Le programme est géré par la communauté de réseautage sur le VIH et le sida en Afrique australe. Au début de l'année, le personnel de la communauté a suivi le cours Bridge of Hope où il a appris à utiliser des jeux comme celui-ci pour enseigner aux gens l'importance de suivre les plans de traitement du VIH. Une étude publiée dans le Southern African Journal of HIV Medicine a montré que ces jeux sont plus efficaces que les visites à domicile pour maintenir les patients sous traitement. De nouveau, Dandeka Néné, assistante sociale. Grâce à la participation et aux jeux, il est facile de se souvenir parce que c'est amusant et tout cela n'est pas formel. Et ils écoutent et s'assoient. Il s'agit donc d'une approche différente qui fonctionne réellement. Le coordonnateur du site et formateur, CEFOM, utilise les jeux pour montrer aux participants qu'avec des objectifs clairs et un soutien adéquat, tout le monde peut franchir le pas vers un avenir plus sain. Si ce modèle peut être utilisé et soutenu dans le monde entier, je pense que les gens commenceront à mieux comprendre les choses et à se sentir plus à l'aise. Je pense qu'ils auront une vision différente de certaines choses, comme la prise d'un traitement, une vision différente des personnes qui vivent avec le VIH. Peter Labouchère est le créateur des jeux de Bridge of Hope. Il explique que ces jeux s'adressent à différents styles d'apprentissage, ce qui permet aux élèves de mieux se souvenir de ce qu'ils apprennent. Oui, il est très clair que les modalités d'apprentissage préférées diffèrent d'une personne à l'autre. Certains préfèrent le visuel, d'autres l'auditif, d'autres encore le kinesthésique. Donc si nous combinons les trois, nous touchons tout le monde. Les Nations Unies ont pour objectif d'éradiquer le sida d'ici la fin de la décennie. Pour les organisateurs, des programmes comme celui-ci pourraient permettre à un plus grand nombre de personnes de rester sous un traitement qui pourrait leur sauver la vie. Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Mfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, www.voaafrique.com. N'oubliez pas de visiter également nos plateformes digitales, notamment Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.